Honorable Degla, Benoît Degla, bonjour. Bonjour, mon cher ami. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir sur ce plateau. Votre première fois dans nos locaux, déjà vos premières impressions, Honorable Degla. Mais voilà, le centre, je le connais déjà, je le connaissais déjà. Je connais l'existence de Eden TV. Oui. Il m'arrive de suivre ce que vous faites. Et je tiens donc à vous féliciter pour votre participation à sensibiliser, à informer le peuple. Merci beaucoup, honorable. À vrai dire, c'est la toute première fois que je suis dans vos plateaux, mais j'ai eu l'occasion d'intervenir, d'avoir des interviews à l'Assemblée ou ailleurs, oui, c'est vrai, avec les vôtres. C'est vrai. Ils sont même arrivés chez moi à la maison. C'est vrai. Donc voilà, je suis pas nouveau, donc je suis chez moi. Vous êtes chez vous, bienvenue, honorable Degla. Pour ceux qui nous suivent, nous allons parler de la révision de la Constitution. Vous allez nous aider les téléspectateurs, les auditeurs, puisque nous avons la radio sœur Diaspora FM qui est également en synchronisation avec la télévision. Donc vous n'êtes pas suivis pas que les téléspectateurs, aussi par des auditeurs de Diaspora FM qui vous suivent en ce moment de partout sur le territoire. On va parler de la révision de la Constitution. Vous allez nous aider à comprendre les modifications majeures. Benoît Degla, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Vous êtes membre de la Commission des lois. Vous êtes membre du bureau exécutif du bloc républicain. Quelles sont les modifications majeures aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut retenir comme les points saillants qui ont été donc modifiés, apportés à la Constitution? Merci beaucoup. Et je tiens à remercier toutes les chaînes de télévision, tous les médias qui appellent, principalement les députés, à rendre compte de ce qui s'est passé lors de ce qui a motivé cette révision. Et ça permet en même temps de nous exprimer, de mieux informer le peuple, notre population, afin que de la désinformation, l'intoxication ne prenne pas le dessus. Vous savez, une constitution n'est pas une Bible. Elle est votée avec le temps, elle grandit dans le temps, et il est évident qu'elle doit pouvoir s'améliorer dans le temps, tenant compte d'un certain nombre de facteurs sociologiques, politiques, économiques, sociaux, etc. etc. Nous venons de faire, vous avez vu les conditions dans lesquelles notre Constitution a été rédigée. Une conférence nationale qui s'est érigée en constituante et qui a pondu un document véritablement nécessaire à l'époque, parce qu'il fallait tourner dos à un régime marxiste-léniniste. Par conséquent, on a applaudi tout ce qui était dedans. Mais l'enfant grandit. Nous grandissons tous. L'enfant a grandi et la Constitution a été touchée il y a quelques années seulement. Il n'y a pas longtemps. Dans les autres pays, les constitutions sont touchées. Vous prenez le cas de la France, parce qu'on aime copier. Ils sont à leur 40e révision. 40e révision. Depuis 58. 40e révision. Depuis 58. Nous, alors, essayez de voir un peu 35 ans. Ça nous fait deuxième révision. Deuxième révision. En 35 ans. 35 ans. Et depuis 58, ils sont à la 40e révision. Les États-Unis, c'est plus 400 amendements à la Constitution. Tous les pays, ils font des révisions. Tous les pays qui nous entourent font des révisions de leur Constitution. En des conditions plus difficiles, en des thèmes plus drastiques. Très bien. Et c'est accepté. Alors, il faudrait que les populations comprennent que la Constitution, lorsque, à un moment donné, cette population donne mandat à quelqu'un et que celui-là devient le mandataire délégué, il a le pouvoir d'agir sur l'ensemble de ce que lui confère et les attributs de président ou de député. D'accord. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, avant de venir au pouvoir, rappelez-vous, l'avait dit,
il vient pour les grandes réformes. Oui. Je vais faire les grandes réformes. Je vais reviser la Constitution, faire les grandes réformes. La population, cette population béninoise, d'il y a 10 ans, a entendu, l'a applaudi, l'a plébiscité, l'a élu. Donc, nous sommes donc engagés. Nous qui l'avons élu, Oui. nous sommes donc engagés pour qu'il réalise ce qu'il a dit, puisque nous avons entendu ce qu'il a dit qu'il va faire. Et nonobstant cela, on a voté pour lui. Pourquoi alors il n'a pas le droit de faire ce pourquoi il a été élu? On a tenté une réforme, une révision qui n'a pas marché en 2019. C'est vrai. En 2024, une réforme a été, nous avons tenté une autre réforme qui n'a pas marché, de la Constitution. La Constitution. Et on s'est refait, et c'est le code électoral qui a permis un certain nombre de choses. Donc, à dire vrai, c'est seulement que nous avons une révision Véritablement qu'on a touché. qu'on a touchée. Mais qu'est-ce qui motive cette révision? Dites-nous. Un constat est fait que depuis les premières élections présidentielles après le renouveau, dès les premiers jours, au lendemain de ces élections, ou de l'élection du président, Oui. le camp battu n'attend pas que le candidat élu arrive au terme de son mandat avant de préparer déjà sa probable revanche 5 ans après. D'accord. À quoi on assiste? C'est à des tensions permanentes, à une instabilité politique qui ne dit pas son nom. Et cela handicape, à travers la manipulation parfois de l'Assemblée, d'autres institutions, cela handicape le président d'aller droit dans ce qu'il s'est visé comme objectif. Autrement dit, ça l'empêche de travailler. Mais bien sûr que ça l'empêche de travailler. Quand on a regardé ça plusieurs fois, quand vous dites que vous êtes dans un pays de démocratie, et qu'en même temps vous avez une partie de la classe politique qui tire à boulet rouge sur vous, qui propose le dégagisme alors que vous avez été élu Par le peuple. par le peuple, ça pose des problèmes de développement. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas un pays riche. Nous sommes un pays à ressources très limitées. D'accord. Nous sommes un pays non pas de ressources minières de sous-sol. Il faut recevoir l'argent des bailleurs de fonds. Mais ceux-là, quand il n'y a pas la confiance, ils ne jettent pas leur argent où ils veulent. Ils sont prêts à envoyer des milliers de milliards là où il y a du pétrole, là où il y a, le bauxite, là où il y a l'or et autres. etc. etc. Mais ils sont prêts aussi à envoyer l'argent là où il y a la stabilité. Évidemment. Mais lorsque nous-mêmes, nous sommes les acteurs de l'instabilité, en propageant l'instabilité, lorsque des compatriotes pensent que le Bénin est un pays dans lequel il ne faut pas investir, ça ralentit la volonté des partenaires au développement. Lorsque un parti politique refuse et s'oppose à la décision du gouvernement, lorsque le gouvernement décide, par exemple, l'interdiction de vente de produits à l'étranger, alors que nous avons des usines qui s'installent et qui doivent être ravitaillées, et nous avons une opposition qui trouve qu'il ne faudrait pas le faire. Est-ce que c'est le développement? Donc, au nom de la démocratie, on peut noyer son pays, on peut empêcher que l'investisseur vienne. Est-ce que ça, c'est une démocratie? Une démocratie qui n'accompagne pas le développement n'en est pas une.
Et c'est le lieu de s'opposer. C'est un parti du peuple qui se comporte comme ça. Attendez, le parti défend le peuple. Le peuple aussi doit manger. Il doit profiter de ce qu'il cultive. Je ne dénie pas ce que vous dites, mais il faut les comprendre. Ils sont dans leur rôle. Non, ils sont dans leur rôle, mais soyez dans un rôle positif. C'est le gouvernement qui a décidé de prendre les mesures pour protéger ce que nous produisons. Parce qu'il y a les usines qui sont là, qui doivent transformer les matières premières. Et c'est nous qui produisons les matières premières. Comment on va refuser de leur vendre à eux, à ces industriels-là qui sont là, de quoi alimenter alors toutes les installations? Nous avons des milliers de jeunes qui sont là. C'est leur travail qui est mis en péril. Le peuple, c'est quoi? C'est nous tous. Mais le peuple choisit. Ceux que le peuple a choisis sont ceux qui dirigent. Mais c'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité à gérer, à diriger, à dominer, à la rigueur. Donc c'est au nom du développement qu'on est allé à cette révision. Oui, bien sûr. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'accalmie, il faut qu'il y ait de l'apaisement, il faut qu'il y ait moins de va-t-en guerre de la part de ceux qui ont perdu les élections et qu'ils aient une posture conciliatrice, de la tranquillité. De la tranquillité et qu'ils participent à l'apaisement social. Mais l'absence de voix dissonance, est-ce que ça profite à la République? Mais il n'a jamais été dit qu'il n'y a pas de voix dissonance. C'est parce que vous le connaissez dans le Sénat, qu'on commence le... Allons-y, c'est pour ça qu'on est là. Le Sénat n'a pas prévu, il n'est pas dit qu'il n'y a pas, qu'il n'y aura pas de voix dissonante. C'est pas vrai. Il est prévu dans le Sénat quelque chose qui est prévu dans le code de la charte des partis depuis longtemps. C'est quoi? Qui a dit les élections, après les élections, c'est 45 jours seulement que la campagne électorale peut commencer pour la prochaine élection. D'accord. Lorsque nous faisons une élection aujourd'hui, ce n'est pas demain que vous allez commencer la campagne électorale, une nouvelle campagne électorale, c'est dans 45 jours avant. 45 jours, mais dans ce code, ce que nous avons révisé, il est prévu que ce soit 12 mois. 12 mois. 12 mois avant. Donc vous avez assez de temps. Mais pendant ce temps, en attendant... C'est ce que vous appelez trêve politique? Mais ça peut se comprendre comme ça. Puisque c'est déjà prévu, le nom n'est pas dans la charte des partis. Mais c'est clair que c'est comme ça. Oui. Donc, qu'on vous dise, le nouvel élu, laissez-lui le temps de diriger. Vous avez droit aux critiques, mais faites des critiques constructives, pas à l'emporte-pièce, pas des critiques déstabilisatrices, pas de faux fuyants en abordant les problèmes de pré-campagne. Et on vous donne. Il est même prévu qu'il y ait un pacte entre le gouvernement et les partis politiques pour discuter des problèmes politiques. Le gouvernement peut vouloir poser un acte et au nom de ce pacte, les partis politiques peuvent interpeller le gouvernement, chercher à échanger et le gouvernement peut peut-être, sur la base des échanges, revoir ou modifier. Donc il n'est pas dit que les partis politiques ne sont pas actifs. Ils le seront, ils le demeurent. Seulement, la loi leur dit de respecter ce qui est dit déjà dans la charte des partis, où on ne peut pas avoir de la campagne, de la pré-campagne au lendemain des élections d'un nouveau président. Puisqu'on parle du Sénat, honorable Benoît Degla, 25 membres vont siéger. Oui, est-ce que c'est pas trop, est-ce que c'est pas budgétivore pour la République alors qu'on parle de développement? 336. Il faut aussi diminuer. Attendez, 336. Vous avez fait des calculs. Il y a eu des calculs. Attendez, non. Attendez, 336. Quand on prend le pays de référence, 336.
En Côte d'Ivoire, c'est plus de 200. À côté, ici, là, au Togo, ils sont 100 et quelques. Vous allez au Sénégal. Ainsi de suite, ils sont quoi 90 ou 105. Nous sommes limités à 25. Et on trouve que nous avons... On ne trouve pas. On ne trouve pas. On vous pose la question. Pense que nous avons on veut comprendre. Pourquoi 25 c'est pas beaucoup. Avec tout ce qu'on va... Tout ce qui nous entoure là. Avec tout ce, si nous devons copier ce qui nous entoure, on ne prendrait pas 25. On n'a pas, pas les mêmes ressources, vous en avez parlé. On n'a pas de richesse. Mais écoutez, alors, pour le rôle que devra jouer le Sénat, aucun sacrifice ne sera de trop. D'accord. Aucun sacrifice ne sera de trop. Vous savez, ce qui est de trop honorable, c'est que non seulement on a 25 pour le Sénat, mais les mandats sont passés à 7 ans. Non, on n'a pas fait. Attendez d'abord que je m'explique par rapport encore au Sénat, pour dire que personne ne soit surpris que nous ayons le Sénat. C'est un arsenal, c'est un outil qui manque à l'arsenal institutionnel de notre pays depuis la conférence. Et Maître Olo, le président Olo, l'a signalé. Lors des tentatives de révision qui ont précédé, en coulisses, on a toujours débattu de ce sujet-là. Sous sa forme moderne. Mais nous, on a un Sénat qui est à la forme, qui est sous la forme de ce qu'il était à sa naissance, au XVIIIe siècle. Là, voilà, on l'appelait le Sénex, c'est-à-dire conseil de sages, autour du roi et de l'empereur ou de l'empereur. Donc, c'est des sages qu'on prend en fonction de certains critères pour entourer, pour pacifier, pour réconcilier, pour régler des problèmes entre structures, etc. Pour voir loin avec voilà, pour qu'on puisse se projeter pour aller loin aussi, oui. C'est ça, ce Sénat que nous avons créé. D'accord. Voici pourquoi il n'est pas législatif pur. Ok. C'est ça. Voilà, c'est ça que les gens aussi doivent comprendre. Parce que ça va nous permettre, ça va permettre au gouvernement véritablement d'aller à l'essentiel. Vous savez, nous avons voté il n'y a pas longtemps une loi portant la vision du Bénin en l'an 2060. Oui, c'est vrai. Le Bénin... l'AFIA, c'est ça? Non, ce n'est pas l'AFIA. l'AFIA est passée... La vision 2060. Le Bénin, monde de merveilles. La Chine fait sa vision sur 100 ans. Tout le monde, tous les pays. Aujourd'hui, on voudrait que, grâce au Sénat, tout président qui arrive au pouvoir s'inscrive dans ce qui a été fait. Ce n'est pas une vision écrite par le président Patrice Talon. Non. C'est des cadres, des sachants internationaux. L'Assemblée, ça a duré des années pour pouvoir être élaboré. Et on s'est dit que le Sénat doit veiller à ce que le président qui arrive, quel que soit son bord, il s'engage dans cela. Très bien. Et il doit suivre cette vision. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Puisqu'on a parlé du Sénat, on a compris maintenant l'esprit et la vision. On va parler des mandats. Parce qu'il y a eu ce changement également. La durée du mandat, 7 ans. Est-ce que c'est pas beaucoup? Pourquoi pas des idées de 5 ans, simplement? Ou même réduit à 4 ans? Alors, vous savez les activités politiques sont celles-là qui... ont beaucoup, quand vous n'êtes pas dedans, ça vous arrange la presse, vous de la presse, parce que vous avez les différents interlocuteurs avec qui, voilà. Et nous, on n'est pas dedans. Les activités ici et là. Voyez. Lorsque l'élu de 5 ans est en place, les différents problèmes que j'ai abordés qui l'empêchent d'accomplir correctement son mandat, ces obstacles-là font qu'il y a une préoccupation parce que
le président il a les attentes du peuple, n'est-ce pas? Mais il y a le bâton de l'opposition, n'est-ce pas? Qui, en même temps, est en campagne pour le remplacer. Et il a que, dans le cas précis qui est notre pays, qu'on n'a pas les moyens, qu'on doit aller chercher de l'argent. Il faut avoir le temps de faire tout ça. Oui. D'accord? Oui. Vous allez passer 5 ans. Ça passe vite. Ça passe vite. C'est pourquoi on voit les présidents renouveler leur mandat. Parce qu'ils ont et entamé des choses dit à qui n'ont 7 pas... ans, à 7 ans, c'est suffisamment long et bon pour qu'en dépit... Disons suffisamment acceptable. Pour qu'on puisse sortir et proposer un bilan très positif. D'accord. Et c'est valable pour un député. Le député qui est élu pour 4 ans. On aurait pu limiter à un mandat unique, non? Pourquoi une fois renouvelable? Ça peut changer après, on ne sait pas. Pourquoi pas? Vous vous rappelez, le président Patrice Talon avait, quand il a la première proposition de révision, il a proposé un mandat unique de 7 ans. De 7 ans. Donc, voilà. Sa vision, il l'avait depuis longtemps. Alors, le député qui est élu pour 4 ans, dès le lendemain, bon, il est élu dans une ambiance de multipartisme sauvage. Oui. C'est parfois 10 partis, et puis il s'en sort. Mais ceux qui sont battus, dès le lendemain, ils commencent à préparer la campagne, parce qu'ils savent que 4 ans, ça vite fait. Ouais. Surtout que nous, on n'a pas eu 4 ans, on a eu 3 ans, et puis 2 ans et quelques. Oui. Ouais. Oui. Donc ça passe très vite. Donc, cet élu-là, il n'a pas véritablement le temps de jouer son rôle de législateur, de faire des propositions réfléchies et productives, puisqu'il doit en même temps être en contact avec ses militants qui vont lui opposer les actions de ses concurrents. Et quand on fait le bilan, en 4 ans, vous n'avez rien fait. En 3 ans, vous n'avez rien fait. D'accord. Très bien. Voici pourquoi on est passé à 7 ans. C'est valable pour les maires, les élus communaux aussi. Donc on a décidé que tous les pouvoirs électifs passent à 7 ans. Après 7 ans, bon... Généralement, il ne nous reste plus que 2 minutes. Le temps est allé très vite. On va prendre 1 minute pour conclure. Est-ce qu'on rentre dans une nouvelle république? Non, pas du tout. Les fondamentaux n'ont pas été touchés. Rien, absolument rien. Donc ça, c'est... On ne rentre pas dans une nouvelle république. Non. Et quel message avez-vous à lancer aux populations, ceux qui vous suivent en ce moment? Alors, sur quoi on met le cap désormais? Oui, on met le cap sur le développement, parce que nous avons des besoins énormes dans notre pays. Le Bénin est un pays qui vient de loin. Et grâce aux actions du président Patrice Talon, en plus de ceux qui l'ont précédé, je pense que le Bénin est en train de se révéler, pour ne pas dire qu'il est déjà, qu'il est assez bien révélé. Mais ça ne suffit pas, parce que tout est à Cotonou, mais tout n'est pas à Parakou, tout n'est pas à Savalou, tout n'est pas à Ouessé. Tout n'est pas à Natitengu. On a encore des problèmes de routes, d'infrastructures. Nous avons besoin d'hôpitaux, nous avons besoin de centres de santé, nous avons besoin de mieux qu'on appelle former nos jeunes, leur offrir de l'emploi. C'est là le cap. Et c'est pour arriver là, pour avoir le temps de faire ça, qu'on s'est dit, donnons-nous le temps de travailler tranquillement, dans l'apaisement, et nous allons réussir. Très beau message de conclusion, cher honorable Benoît Degla. Nous avons eu du plaisir à vous suivre sur ce plateau, à vous recevoir. Vous avez répondu à toutes nos questions. Honorable Benoît Degla, merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous êtes membre de la Commission des lois, vous êtes membre du bureau exécutif du Bloc républicain. Je n'en voudrais de ne pas rappeler que vous avez été ministre de l'Intérieur. Et c'est pour ça que vous êtes assis face à la porte du studio. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces mots que je vais conclure cette émission. Merci. Rebecca Ogua réalisé, et c'est Emmanuel Agbodjelou qui était au son. Bonne suite de nos programmes à 13h, c'est Arthur Wendo. À 19h, vous me retrouvez. Bonne journée à toutes et à tous.